Il ne voit que du sang. Son camarade mourant lui demande de fuir. Il était confiant dans la ville, la tête haute, que personne ne pourrait détruire la race humaine. Après tout, il survivrait et serait sauvé. En fin de compte, il était seul. Le démon volant sous la lune rouge se tourna vers lui, se demandant si on l'appelait le grand dieu de la race humaine. Après tout, il n'a pas non plus d'arts martiaux. Peut-être se cache-t-il derrière les ordures. Il se tenait seul face à l'innombrable armée de démons. En B, l'empereur des démons célestes, le regardait avec colère et disait même avec une sorte de rictus qu'il ne le vaincrait jamais et l'appelait le dieu de la pilule. Notre héros Qin Feng. Un zéro en arts martiaux. Souriant et transpirant, il a dit que tout cela n'avait servi à rien. Après tout, lui, Qin Feng, le dieu de la pilule, avait vécu une belle vie pendant 100 000 ans. Et pendant tout ce temps, il ne s'était même pas plongé dans le domaine très basique des arts martiaux. Et se dirigeant vers les monstres, il commença à dire qu'il devait aider ses camarades et continuer à se battre. Notre héros furieux porta 2 doigts à ses dents pour effectuer une action magique. Ses yeux brillaient même de rage. Le jeune homme prit une pause, montrant ainsi qu'il était prêt à se battre. Il étincelait de flammes orange et rouge. Sur notre héros se mirent à voler des monstres de tous les côtés. Le jeune homme se défendit du mieux qu'il put, tout en criant qu'il tiendra bon jusqu'au bout. Un énorme démon se dirigeait vers lui. Il avait l'air encore plus terrifiant que tous les autres. Mais le jeune homme ne se laissa pas distraire une seconde. Il était prêt à combattre tous les démons qu'il pouvait. Mais un instant plus tard, le jeune homme fut transpercé. Il s'envola avec un trou dans la poitrine. Le jeune homme avait été transpercé. C'était peut-être la fin. Dans cette vie, il possédait un corps inutile. Capable d'atteindre le sommet de l'alchimie, il était pourtant incapable d'être ultimé. Il n'était vraiment qu'un faible bon à rien. Le sang coulait de tout ce qu'il pouvait. Tout seul et son visage était ensanglanté. Si notre héros avait une chance de renaître, il aurait certainement maîtrisé les arts martiaux à la perfection. Il réparait les torts de cette vie contre les cieux. Un pendentif vert sur une corde tomba de son cou. On aurait dit qu'il était fait de pierre, et sous l'effet de l'impact, il s'effrita et se fissura. Le garçon se leva d'un bond, en proie à des sueurs froides. Il était tout ébouriffé et effrayé. Il se trouvait dans une pièce spacieuse, complètement encombrée de nombreuses choses. Notre héros s'assit au milieu du lit et essaya de comprendre ce qui s'était passé. L'homme avait un bandage sur tout le corps. En regardant tout cela, il essayait de comprendre où il se trouvait. Tout lui était si peu familier. Son attention fut attirée par un pendentif qui s'était détaché au moment où il tombait raide mort. Il le leva donc devant ses yeux et le fixa attentivement. Qin Feng se tint la tête hirsute à 2 mains pour se calmer. Il y avait beaucoup d'iris qui tournaient dans sa tête. C'étaient ses souvenirs. Notre héros est revenu à la vie. Alors qu'il se tenait déjà la tête d'une main et qu'il transpirait, le type se souvint d'un moment. Le moment où l'Inchuan avait fait en sorte qu'il ne puisse plus maîtriser les arts martiaux. Il y a exactement 100 000 ans. Norquet se souvenait d'avoir incliné sa tête et son épée devant une flaque d'eau sanglante sous une pluie battante devant Chuan, et on disait qu'il avait gagné la compétition. Mais il ne s'était pas rendu compte que sa fiancée essayait de le tuer. Il se tenait devant la jeune fille qui, après avoir entendu cela, a dit qu'elle avait fait un contrat de mariage avec notre héros il y a 3 ans seulement pour rejoindre temporairement sa famille Qin. Elle prit notre héros par le visage ensanglanté et le souleva vers elle en disant qu'elle était montée à la 3e marche. À première vue, Mila et même la belle fille aux cheveux roses et aux yeux verts ambrés traitèrent notre héros agenouillé de bâtard. Puis elle lui demanda s'il était vrai qu'il pensait être digne d'elle. Après avoir entendu cela, les pupilles de notre héros se sont dilatées et des larmes ont jailli de ses yeux. Dans la vie antérieure de notre héros, les arts martiaux étaient épuisés et il n'avait pas d'autre choix que de se concentrer sur l'alchimie. Notre héros s'est assis et a médité. Alors qu'il méditait, le type commença à briller d'une lumière jaune. Se souvenant du moment où il avait volé sur les monstres, il réalisa que même s'il avait atteint son apogée en alchimie, ce n'était pas encore suffisant. En regardant son poing bandé qui étincelait de lumière jaune, il réalisa que s'il pouvait pratiquer les arts martiaux, la tragédie du démon principal envahissant le continent Shanqi dans sa vie passée n'aurait pas eu lieu. S'il parvenait à tout réparer, la race humaine ne périrait pas. Le garçon examina son pendentif qui était déjà accroché à son cou. Après tout, grâce à ce pendentif de jade, il avait une chance de repartir à zéro. Notre héros commença lentement à l'enfiler, décidant qu'il allait d'abord se concentrer sur le renforcement de ses capacités. Qu'il s'agisse d'alchimie ou d'arts martiaux, il devait absolument s'y atteler et être sûr d'atteindre le sommet. Dans son esprit, il était déjà en train d'affronter une armée d'ennemis. Au moment où notre héros était déjà habillé,
un homme perturbé entra dans sa chambre. Un homme perturbé entra dans sa chambre. Il se tourna vers notre héros et lui dit que les choses allaient mal. Le garçon lui demanda ce qui n'allait pas. C'était Qin Sang-Q, le commandant des gardes du jardin médical de la famille Qin. Il a pointé du doigt au loin et a dit que Lin Lan, le fils aîné de la famille Lin, s'était précipité dans le jardin médical et avait dit qu'il voulait voir notre héros. Notre héros a immédiatement compris qu'il s'agissait du frère de Lin Xuan. Il se souvint d'un moment de sa vie passée. Lin Lan était venu lui demander de gérer le jardin médical. Il en a profité pour humilier le héros. Sous sa pression, il avait dû accepter. Après cela, il a quitté précipitamment la famille et s'est fait discret pendant 10 ans. La famille Lin est un nid de rats et de serpents. Notre héros a pris son courage à 2 mains et a ordonné au commandant de s'occuper immédiatement de l'homme. Mais l'homme, alarmé, tente par tous les moyens de le dissuader. Même guidé par le fait que le jeune monsieur Lin Lan a une langue acérée et sarcastique, il lui a demandé de s'occuper de lui-même. L'héroïne Kan était déterminée, elle a donc dit que tout allait bien et qu'elle voulait s'occuper d'elle elle-même. À ce moment-là, quelque part dans le jardin médical, l'impudent attendait notre héroïne et lui criait de se dépêcher. Il était trop impatient de mettre la main sur le jardin médical. Lin Lan ressemblait à une énorme banquise. Ses longs cheveux glacés, ses vêtements clairs tout aussi longs et les traits pointus de son visage le mettaient encore plus en valeur. Il était un alchimiste de première classe. C'est probablement pour cela qu'il avait l'air si narcissique. En voyant notre héros, il a dit que si ce n'était pas pour sa sœur, notre héros serait déjà couché dans le sol quelque part. Qin Feng n'était pas moins déterminé et se dirigea directement vers son interlocuteur. Après avoir entendu cela, le jeune homme gloussa, puis demanda si le frère aîné avait honte de couvrir sa jeune sœur. Il a même suggéré qu'il était atteint du syndrome de la mauviette. L'homme de glace est arrêté d'agiter son éventail, trop surpris d'entendre. Et notre héros a commencé à poursuivre, il s'est levé avec confiance et a dit que selon le contrat de mariage, le jardin médical était censé leur revenir. Mais maintenant que le contrat de mariage avait été annulé, et par eux, ils avaient rendu ce qu'ils avaient abandonné. Ce n'est pas beau à voir. Et cerise sur le gâteau, notre héros au sourire et aux yeux pétillants a conclu son discours par la phrase que tout cela est faux d'une certaine manière. Lin Lan était furieux, et on aurait même dit qu'il était sur le point d'éclater. À ce moment-là, tous les gardes autour de lui essayaient de retenir leur rire. Et le glaçon ne comprenait pas pourquoi notre héros était si sarcastique. Puis, un peu calmé, il essaya d'embêter notre héros en disant qu'il n'était pas aussi bon que les autres. En plus, il s'est blessé pendant la compétition. Et si ce n'était pas sa petite sœur qui n'a pas eu pitié et qui a fait un contrat de mariage avec lui? Et prenant de l'air à plein poumon avec un plaisir incroyable, il a continué sa phrase en disant que notre héros aurait été tué depuis longtemps. Et demanda alors qu'après une telle chose, le jeune homme resterait ingrat envers sa sœur. Le jeune homme commença à agiter la main et sourit à nouveau. Et dit alors que même là, on avait réussi à faire honneur à sa petite sœur. Après s'être moqué de l'invité indésirable, le jeune homme agita la main et dit que les gardes de la famille Qin semblaient avoir quelque chose à faire. Et à ce moment, les gardes se dirigèrent directement vers la glace. Lin Lan ouvrit à nouveau son éventail et pensa que notre héros avait toujours été docile et calme, mais pourquoi était-il si difficile à traiter cette fois-ci? Avec un sourire, il demanda au gars d'arrêter et lui demanda s'il se souvenait qu'il ne restait plus qu'un mois avant la compétition des nouveaux alchimistes. En bâillant, le type répondit qu'il s'en souvenait bien sûr, et alors? Le type glacia lui a demandé s'il avait le courage de faire un pari. Un homme plein d'enthousiasme, qui regardait notre héros derrière son éventail, commença à en énoncer les termes. Si notre héros peut remporter le prix de l'année, il est prêt à lui donner la mine de fer familiale, mais si notre héros perd, le magnifique jardin médical sera à sa disposition et il lui a demandé s'il était d'accord avec de telles conditions. Le directeur du jardin qui se tenait à côté de notre héros, après avoir entendu cela, a gloussé et s'est demandé comment il osait vouloir un jardin médical. Après tout, leur jeune maître n'est pas un imbécile. Toute personne dotée d'un peu d'intelligence n'accepterait pas un tel pari. Mais notre héros, n'écoutant pas les pensées de l'homme qui se tenait à côté de lui, a accepté et a demandé à ce qu'il signe un accord écrit. La surprise du manager ne fut pas limitée, il ne comprenait pas pourquoi il avait accepté. Plein d'enthousiasme, Lin Lan accepta, mais lui demanda de ne pas regretter ce qu'il avait fait à l'avenir. Les jeunes gens signèrent un accord. Il stipulait qu'en cas de défaite, le jardin médical irait à la famille Lin, et qu'en cas de victoire, notre héros recevrait la mine de fer. Le jeune homme prit le papier et au moment où il partit, il ne comprit pas pourquoi il était si inquiet. Mais sans en donner l'air,
il sourit et dit à notre héros que le jardin médical n'est pas une chose dont le jeune homme stupide et dépensier est responsable. Et il lui a ordonné de ne pas demander grâce le moment venu. L'homme qui se tenait à côté de notre héros s'est tapé le front et a dit que tout était fini, mais notre héros, pour une raison quelconque, est resté très calme. Le directeur était presque mort d'excitation. Il a dit que le sang de la famille Keane était terminé. Même si notre héros est un seigneur adulte, il est encore un enfant. En entendant cela, notre héros s'enquit de l'enfant avec une telle excitation que lorsque le temps viendra, ce bâtard sera sur ses genoux. Il avait le sourire d'un enfant de 100 000 ans. Notre héros méditait. On aurait dit qu'il avait plongé dans un autre monde tant il avait l'air paisible. En un instant, du sang a jailli de sa bouche. Le type a commencé à essuyer le sang avec un sourire. La sueur commençait même à se faire sentir. Il se dit que c'était une bonne chose. Même si sa force était tombée au niveau de celle du QI et du sang, il avait encore des perspectives. Mais grâce au raffinement de sa technique magique, il avait résolu le problème du QI et du sang. Un guerrier possède 6 royaumes. Le royaume du QI et du sang 1, le plus faible. Il y a aussi le royaume de l'environnement scellé. Le royaume principal. Le royaume du vide, une fois qu'il est là, le désir des mortels l'emporte. Le royaume du faux Dieu. Le royaume de la tromperie. Le royaume du demi-dieu. Le royaume le plus sombre. Chaque royaume est divisé en 9 niveaux. Dans sa vie passée, il avait perdu sa base de raffinement parce qu'il avait été attaqué par l'Inchuan. Depuis, il était incapable de pratiquer les arts martiaux. Heureusement, il avait maintenant sauvé sa base de raffinement avec l'aide de la technique et de la transformation des dieux. Grâce à elle, il avait sauvé sa base de développement des arts martiaux. La transfiguration des dieux est une technique spéciale qu'il a découverte dans sa vie antérieure. Elle permet d'améliorer la perception des 6 sens. Cette technique peut sembler médiocre, mais les personnes qui pratiquaient la technique de transfiguration des dieux dans sa vie antérieure étaient devenues des figures populaires. Le type tirait déjà quelque chose dans sa main et souriait. Notre héros était assis dans la posture du lotus, complètement plongé dans ses pensées. C'est dans sa vie antérieure qu'il avait découvert que cette technique cachait un pouvoir inconnu. Bien qu'il n'ait pas pu pratiquer les arts martiaux dans sa vie antérieure, il l'avait gardée en mémoire, qui aurait pu penser qu'elle lui serait utile. À cet instant, le directeur accourut et cria pour annoncer qu'il y avait un désastre. Dans le jardin médical. Notre héros se pencha sur les herbes, derrière lui se tenaient les gardes et l'intendant, qui dirent que la nouvelle était tombée que l'heure de la collecte des médicaments avait été avancée d'un demi-mois, et que le collecteur arriverait dans 10 jours. Notre héros prit quelques tiges dans sa main. Le directeur s'est excusé en disant que, pour une raison quelconque, toutes les herbes avaient flétri. Même s'ils créent toutes les conditions nécessaires à la culture des herbes, ils ne pourront pas tout remettre à temps. Notre héros est devenu furieux. Il passa ses mains sur les herbes comme s'il essayait de les guérir ou de les transformer. Le chef des gardes regardait la scène d'un air confus. Les yeux du jeune homme se mirent à briller. Il se transforma et utilisa ses 6 sens. Toute l'herbe flétrie se mit à briller d'une lumière verte. Le garçon se rendit compte qu'il s'agissait d'herbes folles de liant. Mais il ne comprenait pas comment elle était cachée sous cette épaisse végétation. Comment une telle mauvaise herbe pouvait-elle apparaître dans un jardin médical? Il n'est pas étonnant que toutes les herbes soient fanées. L'herbe sèche qu'il tenait dans sa main se transforma en herbe vivante. Notre héros supposa que c'était Ling Lang qui avait planté le liang à cet endroit. On comprenait maintenant pourquoi il avait osé faire un pari. Il avait peut-être même réussi à tout gâcher pendant son absence. Notre héros sourit soudainement en regardant la brindille revitalisée dans sa main. Après tout, c'était un merveilleux cadeau de Lin Lang. 10 jours plus tard. Lin Lang marchait entouré de gens qui se rendaient à la famille Keane, et parmi eux se trouvait un cueilleur d'herbes. L'homme insolent commença à se demander où était notre héros et comment il se faisait qu'il ne soit même pas sorti pour saluer le cueilleur d'herbes. À ce moment, le directeur des gardes se pencha sur l'homme et commença à s'excuser, puis demanda d'attendre quelques minutes, car notre héros allait arriver d'une minute à l'autre. À ce moment-là, un héros heureux, avec un chapeau de paille et de l'herbe à la main, apparut et demanda au directeur qui faisait du bruit à une heure aussi matinale. Même les coqs n'étaient pas encore réveillés, mais ils étaient là. L'un en sourit effrontément à l'homme assis sur le cheval, s'assurant qu'il voit que notre héros ne s'est pas agenouillé devant le cueilleur d'herbes pour le saluer. Et il essaie de faire une déclaration. C'est clairement un manque de respect. Il s'agit de l'herboriste de la branche principale de la famille Keane, Lang. L'homme s'est tourné avec colère vers notre héros et lui a donné une chance de s'excuser. Puis il lui ordonne de s'agenouiller.
Le manager a désespérément demandé à notre héros de faire ce qu'on lui demandait, afin de ne pas le mettre encore plus en colère. L'homme était déjà presque en train de tomber aux pieds de ce cueilleur d'herbes et a demandé au jeune homme de s'excuser et de s'agenouiller. Mais notre héros est resté debout et a regardé sans rien dire. L'homme, qui pleurait presque, déclara que la dernière fois qu'ils avaient contrarié l'herboriste, leur jardin médical avait été condamné à une amende 3 fois plus élevée. Mais notre héros regarda directement le cueilleur d'herbes et l'inland, et les renvoya en souriant pour un long moment. Tout le monde fut stupéfait par cette action. Notre héros, avec un sourire hautain, se tourna vers le cueilleur d'herbes et lui demanda s'il pensait vraiment avoir une quelconque autorité officielle. Après tout, ce n'est qu'une poule gâtée, et notre héros doit se mettre à genoux. Le cueilleur d'herbes est un homme redoutable, qui semblait encore plus effrayant dans sa rage et qui, après avoir entendu ce qu'il venait d'entendre, demanda avec colère quel genre d'attitude c'était. Il demanda ensuite s'il avait préparé les herbes médicinales. Le jeune homme écouta tout cela et dit calmement qu'il était d'accord pour dire qu'il y avait beaucoup d'herbes et qu'elles étaient toutes prêtes pour l'homme. Ce dernier ne s'attendait pas à une telle réponse, et il s'est mis encore plus en colère. Mais, trouvant une faille dans les paroles de notre héros, il rit et demande qui lui a dit que cette année était semblable aux années précédentes. Puis il a demandé si notre héros ne savait pas que cette année, la norme d'obtention des médicaments avait été multipliée par 3. Et maintenant, il l'a doublée par son comportement. S'il ne peut pas respecter la norme en ce moment. Il a brandi son épée et a dit que notre héros perdrait la tête. Le garçon est resté immobile et calme. Le directeur, quant à lui, était paniqué. En examinant la situation dans son ensemble, il s'est rendu compte qu'il pouvait à peine doubler la norme. De quelle triple norme pouvons-nous parler? Et ici, elle est également doublée. C'est grave. Maintenant, ils vont non seulement perdre le Linland Medical Garden, mais aussi perdre la vie de notre héros. À ce moment, Linland se souvint du moment où il avait apaisé Qin Yulan à l'avance, en lui organisant des vacances luxueuses dans sa résidence. Il a ensuite proposé de diviser le jardin médicinal en 2 si notre héros perdait le pari. L'homme a accepté. Plus tard, il a engagé un espion. Celui-ci lui dit que seul notre héros travaillait dans le jardin médicinal depuis tout ce temps. Quel genre d'astuce efficace un gamin qui ne connaît rien aux herbes pourrait-il inventer? Notre héros entendit les termes de l'herboriste avec un sourire en coin et demanda à le suivre. Notre héros entraîna en fait toutes les personnes présentes derrière lui. Le directeur était en panique, Linland anticipait la chute de notre héros, le cueilleur d'herbes était déjà d'humeur à être exécuté. Linland passa devant les fleurs et les plantes fanées en agitant son éventail devant lui. Il rit car il est sûr que notre héros sera vaincu. Je ne vois que des herbes sèches, demande l'effronté avec un sourire en coin, est-ce que ce sont les herbes médicales les plus célèbres, parce qu'elles sont aussi pourries et flétries que notre héros? Le cueilleur d'herbes s'est demandé comment il pouvait comprendre cela, et peut-être essayait-il de les tromper. Il dit alors que pour le bien de la famille Qin, pour le clan principal, il fallait se débarrasser de notre héros, de cette ordure. Mais le jeune homme sourit encore en rangeant sa lame d'épée, disant qu'il s'y attendait. Après tout, seules les ordures voient les ordures, et le trésor principal n'est pas pris en compte. Devant les gens se trouvait une plantation de plantes vertes et saines. Il demanda à y jeter un coup d'œil, traitant les gens d'aveugles. Il y avait des fruits rouges sur une branche, et sur d'autres branches, des baies violettes. Tous les gens qui sont venus ont été déconcertés. Personne ne s'attendait à cela de la part de notre héros. Après avoir vu ce qu'il avait vu, Linland ne pouvait pas imaginer. Il ne comprenait pas comment cela pouvait arriver. Après tout, il pensait que Qin Feng ne savait pas s'occuper des herbes médicinales. Et le cueilleur d'herbes ne comprenait pas comment notre héros était capable de prendre soin de toutes ces herbes. Il a planté l'herbe de lian partout. Il peut la voir, elle est toujours là. La couleur de l'herbe est assez bonne, tout est de première classe. Sa qualité est au-dessus de toutes les normes. Et il a aussi peur qu'il y ait 5 fois plus que ce qui est nécessaire. Même si notre héros était le diable. Et le surintendant des gardes était ravi de son maître. Il a deviné ce qu'il avait fait tous ces jours, mettant tous ses efforts à s'occuper du jardin médical. En un instant, notre héros a été bombardé par la colère de Linland. Il a bombardé le jeune homme de questions. Comment est-ce possible? Comment lui, notre héros, a osé créer une telle chose? C'était comme si le gars n'avait pas remarqué ces questions. L'herbe de lian est une mauvaise herbe effrayante par nature. La planter dans des plantes médicinales les ferait naturellement dépérir. Cependant, à notre époque, personne ne sait encore que si l'on plante l'herbe à l'arrière du soleil et qu'on la transforme, elle changera ses propriétés et accélérera la croissance et la qualité des plantes médicinales. Notre héros plein d'orgueil face à son adversaire a dit que rien et qu'il se fichait de ce que notre héros faisait quoi.
Qu'importe que l'un ait perdu dans leur dispute. Il semble que ce dernier ait lui-même promis à notre héros une mine de fer. Le jeune homme était furieux. Puis, riant aux éclats, il déclara qu'il ne donnerait rien et qu'est-ce que notre héros lui avait fait dans ce cas. Et notre héros, avec un sourire en coin, commença à démontrer leur accord. Et puis il a dit que s'il ne donnait pas la mine de fer, il irait en prison pour le reste de sa vie. Quel dommage. Le type était trempé de sueur à ce moment-là et réalisa qu'il avait complètement oublié qu'il avait signé le papier, mais il n'avait pas besoin de le faire. L'un, désespéré, se tourna vers l'herboriste. Et celui qui le saluait commença à dire qu'il n'avait rien à voir avec son couple. Il ne faisait que passer. Le sang jaillit de la bouche du jeune homme qui renvoya tout le monde. Notre héros avec ses gardes commença à s'approcher de la mine de fer et se tournant vers ses camarades demanda de remercier Frère Lan, car c'était lui qui leur avait donné la mine de fer. Les hommes étaient ravis. Alors qu'ils marchaient le long de la mine, le chef des gardes commença à dire à quel point notre héros était extraordinaire. Après tout, il a obtenu toute la mine de fer, puis il s'est excusé et a dit qu'il n'avait pas compris quelque chose. Il a demandé pourquoi il risquait un précieux jardin médical pour du minerai de fer sans valeur. J'ai même supposé qu'il y avait une sorte de plan. Notre héros s'est tourné vers l'homme avec un léger sourire et lui a dit qu'il n'y avait pas de plan, mais qu'il avait juste un peu exagéré. Le directeur a été choqué par ce qu'il a entendu. En effet, le rapport entre le minerai de fer et l'élixir ne vaut pas à peine d'être estimé. Mais de sa vie passée, notre héros se souvient que cette mine de fer n'est pas simple. Elle contient beaucoup de minerais de fer mystérieux et précieux. Si elle est utilisée à bon escient, la mine vaut autant qu'un jardin médical. Au moment où notre héros sort de ses pensées, un ouvrier se précipite vers lui et lui dit qu'il s'est passé quelque chose dans la mine. L'ouvrier qui se tenait juste devant lui, et qui était déjà très sérieux, a dit que la mine s'était soudainement effondrée. Des dizaines de mineurs sont morts écrasés. L'homme qui se tient à côté de notre héros est horrifié. À l'extérieur de la mine, les gens se bousculaient pour ramasser des pierres parce que leurs proches s'y trouvaient. Notre héros réfléchit à ce qu'il a entendu, tandis que le directeur des gardes se demande pourquoi la mine a été détruite dès qu'ils l'ont obtenue. Et de suggérer que Dieu devait les haïr. À ce moment-là, les familles des mineurs, pleines de désespoir, cherchaient quelqu'un sur qui décharger toutes leurs émotions et trouver le coupable, et à la vue de notre héros, elles ont commencé à dire que tout était de leur faute. Tout le monde s'apprêtait à aller tabasser le garçon, mais les gardes sont arrivés juste à temps. Une fille cria le nom de notre héros et dit que tant que leur mine de fer appartenait à la famille Lin, ils étaient toujours en sécurité, mais dès que la famille de notre héros est arrivée, tout a mal tourné. Ils ont mis en colère le dieu de la montagne qui a déclenché un glissement de terrain sur eux. Un homme s'est tout de même approché de notre héros, l'a même pris par le col et, plein de rage et de désespoir, lui a ordonné de ramener son fils. Le jeune homme resta là, sans bouger ni prononcer un mot. Le responsable des gardes, transpirant d'excitation, demanda au jeune homme de partir, c'était très dangereux là-bas. Mais le jeune homme n'allait nulle part. Il est furieux. Il s'est rendu compte que dès que la mine est entrée en sa possession, il y a eu un glissement de terrain. Quelle coïncidence! Notre héros se dirigea vers le coffre de rocher et commença à provoquer un état de sensation interne. Il se mit à briller. Notre héros s'est retrouvé à l'intérieur de la mine. Elle était pleine de gens allongés. Et à l'aide de son pouvoir, notre héros a entendu les cœurs de ces gens. Les mineurs à l'intérieur sont encore vivants, et d'après les traces, la mine n'est pas pleine. Juste un glissement de terrain à l'entrée de la grotte. De toute évidence, l'explosion a été provoquée par l'homme. Les yeux ambrés de notre héros brillent. Il remarqua que quelque part au loin, Linglon l'observait. Il réalisa que c'était lui qui se tenait là. Après avoir gagné le pari, notre héros a fait exploser la mine. En tuant les mineurs, il veut susciter la colère du public contre lui. Il n'accorde aucune valeur à la vie humaine. Notre héros a appelé au silence. Il est monté sur un rocher et, tel un chef de guerre, il a commencé à parler. Plus précisément, il a dit que les mineurs qui se trouvaient à l'intérieur étaient encore en vie. S'ils enlèvent les rochers à l'entrée, ils pourront sauver tout le monde. Agir maintenant est le meilleur moment pour les sauver. Il a donc suggéré que tout le monde se mette en route. Les gens ont cru que c'était une blague. Les hommes ont alors demandé en pleurant que la mine s'était effondrée. Comment les personnes qui se trouvaient à l'intérieur pouvaient-elles être en vie? La femme a traité le jeune homme de tous les noms et n'a pas compris comment il pouvait leur mentir dans une telle situation. À ce moment-là, Linlan a vu que les gens ne le croyaient pas et a pleuré de rire. Il était fier d'avoir pu penser à une telle chose. À ce moment-là, les gens volaient vers notre héros. Le directeur des gardes a demandé au jeune homme de s'enfuir,
et le garde a repris la phrase du directeur et a dit que sinon, cette foule en colère tuera certainement le gars. Ils ont essayé de les retenir du mieux qu'ils pouvaient. Notre héros les a regardés et a gardé le silence. En un instant, il cria que la famille qui n'allait cesser de résister et ordonna à ses gardes de déposer leurs armes. Le directeur, ainsi que le reste des gens, furent choqués par l'ordre du jeune maître. Notre héros se tourne vers les personnes qui sont prêtes à l'écouter et leur demande s'ils sont prêts à se rendre si leurs proches ont encore une chance d'être sauvés. Notre héros, levant haut son épée, avait désormais l'air d'un chef de guerre. Il jure sur sa vie qu'il sauvera tous les hommes. S'il creuse la mine et découvre que les gens sont morts, ils pourront lui faire ce qu'ils veulent. Et c'est là qu'il s'est jeté sur les gens. Le gars était déterminé. Il leur a donc redemandé s'ils étaient d'accord. Les gens étaient perplexes. Pendant un moment, ils se sont regardés les uns les autres et ont essayé de trouver les mots justes. Le directeur des gardes tomba aux pieds de notre héros et commença à l'embrasser, le suppliant de changer d'avis. Au même moment, le jeune homme passait son épée à un homme, et les gens se demandaient s'ils devaient faire confiance à notre héros. Les gens se sont mis à courir vers l'entrée de la mine et à enlever les pierres qui s'y trouvaient. Les gardes s'offusquèrent par derrière et demandèrent à s'entraider. Certains ont commencé à dire qu'ils travailleraient avec une pelle, et d'autres ont dit qu'ils déplaceraient les pierres. Notre héros demanda à Sanku de revenir et de faire une chose pour lui. Le jeune homme commença à se demander pourquoi le jeune maître lui demandait de le faire si discrètement, suggérant même qu'il avait perdu la tête. À ce moment-là, l'un en regardait cette image et dit d'un air narquois: laissez les gens creuser. Après tout, ils ne pourront rien faire de toute façon. Et il se dit qu'il avait depuis longtemps placé les miasmes du marais dans la mine, et que c'était une herbe terrible. Les gens à l'intérieur ne seront pas écrasés à mort, ils mourront définitivement des toxines. Qin Feng, des mots si forts devant un tel public, il ne remplira pas sa promesse et il sera tué. 2 heures plus tard, la jeune fille grimpa sur la pile de rochers en disant avec enthousiasme qu'ils étaient enfin partis. Ce qu'ils ont vu a choqué les gens. Ils ont essayé d'appeler leurs proches. Les gens ont recommencé à s'affliger. Après tout, tout le monde était mort. Tout le monde se mit à sangloter et à dire que notre héros était un imposteur. Parce que tout le monde était mort. Puis ils ont recommencé à accuser notre héros. À ce moment-là, l'un en s'approcha et, comme un instigateur, commença à demander notre héros n'avait-il pas dit qu'il pouvait faire ce qu'il voulait de lui. En disant cette phrase, un sourire ne quittait pas son visage. Les gens le regardaient étrangement. Et voilà qu'une foule de gens se met à voler vers notre héros, ils ont vraiment l'intention de le tuer. Derrière cette foule se tenait un jeune homme accompagné de son compagnon, qui lui dit en souriant que notre héros n'a pas tenu sa promesse, mais qu'il a juré sur sa vie. Il devait donc s'en séparer. À ce moment-là, notre héros sortait de la grotte et les gardes emmenaient les gens dehors. Le garçon narquois qui regardait notre héros riait tout seul, même s'il se rendait compte que notre héros le soupçonnait d'être impliqué dans l'incident. Mais il n'a aucune preuve. Même s'il essaie de trouver quelque chose, il n'en sortira rien. C'est alors que notre héros a ordonné à son assistant, muni d'une corbeille de fruits, de s'approcher de lui. Le garçon écarquille les yeux et ne comprend pas pourquoi il est si calme et si visible qu'il ne songe même pas à s'enfuir. Le jeune homme prit une bouchée du fruit et ordonna à Sanku d'enfoncer l'écorce déjà mâchée dans la bouche des gens, mais de le faire rapidement. Le jeune homme était très déterminé et en colère. Sanku obéit immédiatement d'un air coupable. Il s'assit sur le corps de l'homme et demanda la pelure. Il l'introduisit dans la bouche de l'homme. Le garçon narquois pensait que notre héros était devenu fou et que, pour évacuer sa colère, il se moquait du cadavre. Mais il commença alors à exciter les gens contrariés et en colère. Mais il leur a suffi de quelques phrases et ils se sont déjà jetés sur notre héros avec un regard fou. Ils avaient vraiment l'intention de tuer notre héros. Notre héros enfonçait des pelures mâchées dans la bouche des gens. Il a demandé à Sanku de continuer. Mais le type qui sanglotait pensait que le jeune maître ne se rendait pas compte qu'en agissant de la sorte, il augmentait les chances d'être tué. De plus, il avait donné à cet homme son premier baiser. À ce moment-là, l'œil de l'homme commença lentement à s'ouvrir. L'homme commença à se toucher le visage. Il se dit qu'il dormait depuis très longtemps et qu'il était en train de faire un rêve très long et très étrange. Voyant l'homme se réveiller, Sanku se leva d'un bond et essaya de comprendre ce qui s'était passé, si les morts s'étaient réveillés. Une fille, un homme adulte et un enfant se sont précipités vers l'homme en un instant. Ils avaient tous les larmes aux yeux. Il s'agit de la femme, du père et de l'enfant de l'homme qui s'est levé. Notre héros, qui essuyait la sueur de son visage, se demandait qui avait dit que tous ces gens étaient morts. Il savait que les miasmes des marais sont des plantes extrêmement toxiques. Mais si la personne empoisonnée prenait à temps la peau médicinale du fruit de Tianluo,
les effets de l'empoisonnement pouvaient être facilement éliminés. C'est pourquoi il avait demandé au directeur d'aller au manoir de leur famille et d'apporter le fruit. C'était juste qu'à cette époque, il était le seul à connaître de tels médicaments. Le jeune homme s'approcha de l'homme empoisonné et lui demanda de lui pardonner, puis de lui raconter ce dont il se souvenait avant de perdre connaissance. Mais l'homme s'étonne d'avoir perdu connaissance. L'homme avança alors ses doigts et on pouvait le voir essayer de se souvenir. Il s'est souvenu de l'Inland, il avait fait sauter l'entrée de la grotte et avait enfermé de force tout le monde à l'intérieur. Il avait peur que même ainsi, il puisse s'échapper, alors il a apporté le miasme du marais là-bas. Il voulait les empoisonner. Il voulait qu'ils meurent. Peu à peu, les gens commencèrent à se réveiller et à soutenir les paroles de l'homme. Ils se mirent tous à pointer du doigt le garçon narquois. Après tout, tout était de sa faute. Le gars restait là, sans comprendre comment c'était possible. Notre héros sourit et demanda s'il pensait vraiment que l'Inland était derrière tout cela. Après tout, la vérité avait éclaté au grand jour. Puis, regardant directement le gars qui était tombé et qui était désespéré, Qin Feng dit que si quelqu'un était en colère parce que ses proches avaient failli mourir, il pouvait exprimer tous ses griefs à cette personne en ce moment même. Et le gamin essayait de comprendre ce que ces gens allaient lui faire. Et pourtant, tout cela se passait dans les mines de fer, à l'intérieur de la mine. Notre héros cherchait quelque chose avec beaucoup d'attention. Cela n'avait aucun sens pour lui. Il doit bien y avoir quelque chose quelque part. Mais pourquoi ne le trouve-t-il pas? D'après ses souvenirs de sa vie passée, le mystérieux minerai de fer de l'Inland devait être caché dans l'un des morceaux de minerai ordinaire. Alors qu'il réfléchissait, un homme arriva par derrière et posa une main sur son épaule. L'homme a souri et a commencé à remercier notre héros de lui avoir sauvé la vie. En un instant, tout le monde s'est incliné devant notre héros. Ils disent en chœur qu'ils n'oublieront jamais la vertu et l'humanité dont il a fait preuve. Le garçon a commencé à saluer en souriant. Le jeune homme dit que tout le monde était fatigué et que c'est pour cela qu'il allait donner quelques jours de repos à cette mine. Après le repos, il commencerait à travailler. Il leur demanda si l'idée leur plaisait. Et il se dit qu'il semblerait que dans sa vie précédente, aucun des habitants ne l'ait reconnu. Les hommes commencèrent à jurer qu'à partir de maintenant, ils exécuteraient tous ses ordres. Le jeune homme demanda où se trouvait l'Inland et l'homme commença à se souvenir de l'endroit où il était allé après avoir été démasqué. Il se souvint du moment où il avait étranglé le garçon dans ses bras. Mais ensuite, il lui a pris la tête. Notre héros demanda ce qui lui arrivait. L'homme dit qu'ils ont encerclé le gamin caustique, mais qu'il a réussi à s'échapper. Il a ensuite laissé entendre qu'il n'avait plus rien à faire en ville. Notre héros pensa que l'Inland devait avoir caché le minerai merveilleux à l'avance. Si Qin Feng savait qu'il s'échapperait, il lui aurait au moins demandé des informations sur son emplacement. Notre héros sortit de la grotte, et il fut accueilli par le directeur des gardes et conduit un cheval. Puis, se tournant vers le jeune homme, il lui demanda s'ils avaient réglé leurs affaires et s'il était temps pour eux de repartir. Après être monté à cheval, le jeune homme se tourna vers Sanku et lui demanda s'il connaissait les prêteurs de la ville de Yunyin et s'ils n'étaient pas des gens effrayants. Le garçon rit et dit qu'il les connaissait. Après tout, les prêteurs de leur ville sont terrifiants, même pour ceux qui ne les ont pas contactés. Si vous leur empruntez de l'argent et que vous ne les remboursez pas à temps, vous risquez d'être handicapé à vie. Et il est presque impossible de les rembourser. Le taux d'intérêt est trop élevé. Le type était en sueur et a commencé à dire que seuls des imbéciles désespérés leur demandaient de leur prêter de l'argent. Sanku demanda en riant pourquoi le jeune maître posait des questions à leur sujet, et il supposa qu'il voulait leur emprunter de l'argent. Le jeune homme répondit avec la même gaieté qu'il voulait leur emprunter 500 pièces d'or. Le jeune homme demanda de manière hystérique si notre héros voulait l'emmener avec lui dans la tombe et lui demanda de dire qu'il plaisantait. Le jeune homme lui demanda de dire qu'il plaisantait, mais il répondit qu'il était sérieux. Le jeune homme, complètement inquiet, a commencé à se demander pourquoi il était sérieux. Parce qu'un homme normal peut vivre tranquillement pour 20 ans. Et il a emprunté jusqu'à 500 pièces d'or. Notre héros se tâta la tête et se demanda innocemment d'où il pouvait bien tirer l'argent nécessaire pour s'occuper aussi bien du jardin médical. L'homme, extrêmement nerveux, lui dit que c'était fini. Le jardin médical possède au mieux une centaine d'or. Alors, comment rembourser la dette? Se demanda le jeune homme. Après tout, il avait d'abord pensé que s'il prenait tout le minerai de fer, en plus de trouver le minerai merveilleux de Xianfeng, il serait capable de rembourser la dette. Mais maintenant que l'Inland s'était enfui, il n'avait pas trouvé le minerai miracle. Alors où trouver l'argent? Notre héros et son compagnon commencèrent à partir.
Notre héros monta calmement sur un cheval, et à côté de lui marchait un homme qui criait que tout était fini. Il ne restait plus qu'à vendre le jardin médical, sans lequel toute la famille allait périr. Une jeune fille a remarqué ces deux personnes, mais elle n'a rien dit. Notre héros était toujours assis sur le cheval et, en un instant, il entendit une forme étrange de son nom. Devant lui se tenait Kinwali, le père de notre héros et le gardien de la ville de Yuni. Cet homme affable se demanda combien de jours il ne s'était pas vu. Puis il dit qu'il lui arrivait de voir une autre personne devant lui sans la reconnaître. Plus tard, il a demandé si notre héros était meilleur. En guise de réponse, l'homme lui a demandé quand il revenait. Sans penser aux conséquences, le directeur des gardiens a voulu lui dire que notre héros avait emprunté de l'argent. Mais le type est arrivé à temps et lui a fermé la bouche, puis il a chuchoté et lui a demandé de se taire. Notre héros s'est souvenu que dans sa vie antérieure, son père avait tout fait pour prendre soin de lui. Il a littéralement risqué sa santé. Dans cette vie, il ne laissera plus jamais son père s'inquiéter pour lui. Le garçon ne veut pas que son père souffre à nouveau à cause de lui. L'homme s'est approché du jeune homme et s'est enquis de son corps, après tout. Après tout, il n'a plus à s'en préoccuper maintenant. Le père a dépensé beaucoup d'argent et a acheté à notre héros des pilules pour endurcir son corps. Et il les lui a remises. Avec ça, notre héros pourra certainement établir sa base de culture. Qin Feng fit un signe de la main et dit à son père que son corps était bien meilleur qu'avant. Et lui demanda de ne pas s'inquiéter pour lui. Il en conclut que son père s'était inquiété de sa blessure pendant tout ce temps. Pour ces 2 pilules, son père s'était donné beaucoup de mal. Mais l'homme saisit notre héros par le bras, et lui demanda plus sérieusement d'arrêter. Puis il lui demanda comment sa base de culture avait atteint le stade le plus élevé du QI et du sang. Mais le jeune homme demanda en souriant à son père de se calmer, et lorsqu'il rentrerait à la maison, il lui raconterait tout. Le père et le fils étaient assis à la table du dîner. L'homme s'intéressait à notre héros, il voulait savoir s'il était vrai qu'il avait trouvé un professeur qui avait aidé le garçon. Et en plus, il lui apprendrait l'alchimie. L'homme semblait heureux. Il se demanda alors si son fils allait vraiment devenir alchimiste. Le garçon répondit à son tour que le professeur avait rapporté qu'il était l'élève le plus doué. Kinwali rit à gorge déployée. Il commença à dire qu'il avait toujours su que son fils était un génie des cieux. Et que personne ne pourrait ruiner l'avenir de son fils. Puis il demanda si son professeur vivait encore et s'il était obligé de le rencontrer. Notre héros, se grattant l'arrière de la tête, commença à dire que son professeur n'aimait pas les étrangers. Et il ne veut manifestement pas que trop de gens soient au courant de son existence. Puis il dit qu'il pensait qu'il refuserait de rencontrer son père. L'homme hésita et dit qu'en effet, les experts de ce niveau préfèrent une vie de réclusion. C'est peut-être mal de mentir à son père, mais il ne connaît pas de meilleure excuse pour sa soudaine connaissance de l'alchimie. Il ferait mieux d'inventer un professeur pour que son père ne s'inquiète pas. L'homme lui avait déjà dit qu'il était temps de partir. L'homme a tendu un morceau à notre héros en lui demandant de le garder. Il l'a pris pour notre héros. S'il se retrouve dans une situation difficile à l'avenir, qu'il l'utilise. C'est le mandat de guerre de la famille Qin. Le garçon accepta, mais il n'arrivait pas à croire que son père lui avait donné un objet aussi important. En prenant congé, le père dit à son fils que même s'il ne s'était pas vu depuis longtemps, il devait vraiment partir en voyage d'affaires. Leur famille serait laissée à notre héros. Mais notre héros a vraiment tout compris, et il a dit que tout allait bien. L'homme a caressé la tête de notre héros. Pendant ce temps, il réfléchissait au cadeau. Il se demandait pourquoi son père l'avait donné, après tout, le mandat de guerre de la famille qui ne comptait beaucoup. Mais pour lui, c'était un honneur. Il ne laisserait jamais tomber son père. Quelques jours plus tard. Jardin médical. Quelqu'un appelait le jeune maître. Le directeur des gardes entra dans la chambre de notre héros et cria avec excitation que quelqu'un était venu et voulait voir notre héros. Il lui à son tour versait de la sueur, se bouchait les oreilles, et en principe était très anxieux. Le type ne comprenait pas pourquoi ils étaient venus si tôt. Qin Feng ordonna à Sanku de lever tous les gardes du jardin médical et de les mettre en alerte. L'homme accepta immédiatement l'ordre. Notre héros se précipita vers l'entrée. Dans son esprit, il pensait que c'était la fin. Il n'avait pas pensé que le jour était venu de payer ses dettes au prêteur. Il avait d'abord voulu retirer de l'argent à son père, mais il avait tout dépensé en pilules d'endurcissement. Et toutes les réserves de la famille étaient épuisées. Quelqu'un frappe à la porte. Après tout, si la dette n'était pas remboursée, les usuriers pouvaient s'emparer de la maison. Tous les gardes et notre héros sont prêts. Le jeune homme donne l'ordre d'ouvrir la porte.
En baissant la tête et en fermant les yeux, il se rend compte qu'il est prêt à se battre jusqu'à la mort. La direction des gardes commença à s'adresser à notre héros, qui ouvrit lentement et avec hésitation les yeux. Quelqu'un de louche dit bonjour à notre héros. C'était une jolie fille aux cheveux blonds. Elle se présenta sous le nom d'Aoshan. Elle lui dit qu'elle est venue le remercier de lui avoir sauvé la vie. Mais dans l'esprit de notre héros, il ne pouvait pas imaginer qu'il pouvait s'agir d'une usurière. Il n'avait même pas réalisé qu'il pouvait y avoir une telle collectionneuse. Notre héros lui a demandé si elle n'était pas venue par hasard chercher de l'argent depuis longtemps. La jeune fille répondit timidement qu'elle n'était qu'une mineuse et que la veille, notre héros lui avait sauvé la vie. Et elle est venue pour son futur mari. Le jeune homme tousse. À ce moment-là, le directeur des gardes souriait beaucoup en regardant la jeune fille. Après avoir toussé, notre héros a compris de quoi il parlait. Il se souvint. C'était la seule fille qu'il avait nourrie avec le fruit Tunialu de bouche à bouche. Il n'avait pas fait attention à ce moment-là et avait involontairement profité du fait qu'elle était sans défense. Notre héros fit signe à ses gardes de partir. Ils obéirent immédiatement. Notre héros, qui toussait encore, commença à supposer que la jeune fille était venue les voir pour les remercier de leur gentillesse. Et il se dit qu'elle avait dit elle-même qu'elle était venue pour cela. Et comment va-t-elle payer? Notre héros a de grandes ambitions et il ne va pas se marier si tôt. Et la fille a dit qu'elle était vraiment venue pour payer pour avoir sauvé une vie. Elle peut dire à notre héros où est caché le merveilleux minerai. Mais le gars a essayé de comprendre comment elle le sait, parce qu'elle était à cet endroit inconsciente et comment elle sait qu'il est à la recherche du minerai miraculeux. La jeune fille répondit qu'en fait, elle n'avait pas perdu connaissance à ce moment-là. Aoshan avait pris une pilule de désintoxication maison et était plus consciente que les autres. C'est alors qu'elle a entendu parler de l'emplacement du minerai miraculeux de l'Inland. Notre héros saisit avec enthousiasme la main de la jeune fille qui contenait la pilule. Puis il a dit que le travail devait attendre, parce que la pilule était plus importante. Le gars a essayé de demander si cette fille avait préparé la pilule de désintoxication sans les connaissances nécessaires. À ce moment-là, alors que la main de la jeune fille était encore dans celle de notre héros, elle a commencé à dire, effrayée, qu'elle avait vraiment fait elle-même. Après tout, elle l'avait appris dans des livres. Notre héros a essayé de la croire, et il lui a demandé à plusieurs reprises. Il s'est rendu compte que cette pilule avait quelques défauts, mais le fait qu'elle l'ait préparée sans professeur. Cette fille a le talent pour devenir alchimiste. Notre héros lui a immédiatement demandé si elle voulait devenir alchimiste. Mais la jeune fille a répondu que sa famille était pauvre et qu'elle devait subvenir aux besoins de ses parents. Elle devait donc travailler comme honnête mineur. Avec enthousiasme, le jeune homme lui a proposé de s'occuper de ses parents à sa place. Puis il a dit qu'il connaissait l'alchimie. Il pourrait donc l'apprendre comme apprenti. La jeune fille n'aurait qu'à promettre de le suivre. La jeune fille était de plus en plus confuse. Le jeune homme s'essuyait déjà les paumes. Après tout, dans chaque proposition, il y avait un avantage pour lui, l'avantage d'un travail à temps partiel, d'une formation à temps partiel, d'employé qui ne ferait toujours que ses courses. Dans son esprit, il embaucherait un apprenti pour avoir plus de temps pour pratiquer les arts martiaux. Bref, un menteur éhonté. La jeune fille entendit cela et fut troublée. Pour elle, ces phrases avaient un sens et un caractère complètement différents. Non, on aurait dit que désormais, ils ne formeraient plus qu'une seule famille, qu'ils perfectionneraient ensemble l'art de l'alchimie, qu'ils formeraient un couple charmant ou qu'ils feraient même une demande en mariage. La jeune femme pensait que notre héros voulait la prendre pour épouse. Elle accepta néanmoins la proposition du jeune homme et promit de le suivre. C'est ainsi qu'ils sont allés quelque part. Notre héros rit et dit à la jeune fille qu'elle devra faire un bon travail. Il pensait avoir trouvé une bonne main-d'œuvre et la fille pensait avoir trouvé un bon mari. Quelques jours plus tard. Ville de Fangming. Sanku conduisit le cheval de notre héros et lui dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'ils aient l'idée de vendre du minerai de fer à Fangming. Il lui demande ensuite combien il veut vendre. Calmement, il commence à dire qu'il a besoin d'en vendre tellement qu'il pourra rembourser les prêteurs en toute tranquillité. Il a donc demandé de ne pas exagérer la quantité. Avec un pouce levé, il a demandé à vendre pour un certain montant. Les gardes et leur directeur sont choqués. Sanku demanda timidement est-il vraiment nécessaire de vendre pour 1000 pièces d'or? Puis il réfléchit et dit. Même si c'est un peu cher, ils ont collecté suffisamment de minerais. Ils n'ont plus qu'à le vendre. Pour se désendetter, et pourquoi reconstituer le minerai? S'ils parviennent à trouver un acheteur qui veut vraiment ce minerai, ils pourront peut-être en tirer 1 millier d'or. Mais le jeune homme montra le papier et dit qu'il devait vendre 10 000 pièces d'or de minerai.
Notre héros a trop compté sur le minerai miraculeux de l'Inland. Bien qu'il ait repoussé la date de remboursement de sa dette au prêteur, il devait maintenant au moins 10 000 pièces d'or. En même temps, il avait l'air très calme. Les gens étaient terrifiés. C'était trop. Leur minerai valait tout au plus 1000 pièces d'or, alors où trouverait-il autant d'argent? Personne ne serait prêt à acheter du minerai merveilleux pour 10 000 pièces d'or. Ils sont condamnés. Mais notre héros leur demanda de ne pas s'inquiéter. Et il leur a demandé s'il y avait quelque chose dans ce monde qui ne pouvait pas être vendu. Notre héros leur demandait simplement de le croire. Il était vraiment trop sûr de lui. Ensuite, An-Ho-Chan et lui ont travaillé dur pendant des jours sur ce lot de minerai. Ils ont amélioré la qualité au point de la rendre méconnaissable. Pourquoi avait-il conclu que tout le minerai serait pris en quelques secondes? Mais la fille et lui étaient trop pressés. Ils n'ont donc pas atteint le niveau de qualité qu'ils visaient. Notre héros avait espéré que le minerai disparaîtrait en quelques secondes. Mais ce n'était pas le cas. Après avoir entendu le prix, le client potentiel a déclaré qu'il ne prendrait pas ce merveilleux minerai pour 100 pièces d'or, car il serait désolé de donner une telle somme. Huixingfang, le plus grand magasin de commerce de la ville de Fangning. Un homme qui regardait un pavé a commencé à dire que tout le monde savait que le merveilleux minerai de fer était clair comme du cristal et avait la forme d'une pierre précieuse. Puis il a demandé si ce pavé ressemblait à une pierre précieuse. Notre héros indigné commença à accuser l'homme d'être un dilettante, puis commença à affirmer qu'il s'agissait en effet d'un minerai merveilleux. L'homme n'en démord pas et demande à nouveau à notre héros si ce qu'il veut dire, c'est qu'il s'y connaît mieux que lui en matière de minerai. Et il ajouta que si ces cailloux s'avéraient être un minerai merveilleux, il se prosternerait devant lui la tête en bas. Le garçon prit le marchand au mot. Et il exigea à son tour d'être convaincu qu'il s'agissait du vrai minerai miraculeux. À ce moment-là, le commerçant, le trésorier Gare, apparaît. Un homme sévère. Il exigea que cette discussion cesse. Après tout, les jeunes gens étaient ici pour faire du commerce. Puis il demanda ce qui se passait. Le marchand prit le bloc de notre héros et le présenta à Koznasai en disant que notre héros voulait leur vendre du faux minerai merveilleux. Il ajouta que notre héros lui avait dit que s'il ne lui achetait rien, il lui vendrait ce minerai. L'homme a été surpris. Après quelques instants, le gérant a mis notre héros et son compagnon à la porte du magasin, en leur disant de s'en aller et qu'ils n'acceptaient pas les contrefaçons. Les deux hommes sont restés figés devant la porte fermée. Le jeune homme était furieux. Il s'est précipité dans le magasin en disant que cet homme avait osé dire que le merveilleux minerai de notre héros était faux. Le jeune homme était furieux. Le compagnon de notre héros lui a tenu la main et a essayé de l'arrêter en lui disant qu'il ne devait pas faire cela. Le trésorier Gao est un homme honorable. Il est soutenu par des hommes puissants. Ils ne peuvent pas se permettre de le provoquer. Notre héros avait à la main un couteau de 40 cm, pris au garde. Le gars s'est arrêté et a dit qu'il avait vraiment raison. La puissance du trésorier Gao n'est pas inférieure à celle de la famille Qin. Le compagnon qui essuyait la sueur de son visage fut surpris de voir à quel point le jeune maître était énergique. Le garçon rangea son épée dans le fourreau et réalisa que c'était à cause de ce trésorier qu'il devait quitter la ville pour en rejoindre une autre. Mais il craignait qu'au cours de ce voyage, il ne manque à nouveau à sa dette. À ce moment-là, le chambellan écoutait attentivement le marchand avec un regard important. S'il rencontre à nouveau de telles fourbes, il doit les mettre à la porte sur le champ. Les querelles et les disputes avec de telles personnes ne peuvent que nuire à la réputation de leur magasin. L'homme s'inclina et dit qu'il avait retenu la leçon. En regardant le pavé, le propriétaire se demanda pourquoi il avait posé le charbon sur le comptoir, il était sale. Il réalisa alors qu'il s'agissait du minerai miraculeux de notre héros. Prenant ce bloc dans sa main, l'homme demanda au vendeur s'il y avait une mine de minerai dans les environs. L'homme lui répond en souriant que oui, mais qu'il s'agit d'un minerai de fer, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Un morceau de fer, en d'autres termes. Et ce charlatan, ou plutôt notre héros, voulait le vendre pour 10 000 pièces d'or. Mais il s'est trompé de personne. Comme il n'est pas dupe, il n'est pas tombé dans le panneau. Le propriétaire l'a félicité. Mais le minerai de fer dans la main du propriétaire a commencé à se fissurer. En un instant, une douce lumière bleue jaillit des fissures. Le propriétaire essaya de se protéger d'une telle lumière. Il ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Le vendeur qui regardait le propriétaire avec cette lumière brillante lui demanda d'un air narquois si notre héros avait mis une lampe de poche à cet endroit. L'homme a poursuivi en disant qu'en tant d'années de travail dans le commerce, parmi tous les minerais qu'il avait vus, c'était la première fois qu'il entendait parler de la lueur du merveilleux minerai. C'est le charlatan qui pensait qu'il tomberait dans le panneau.
Mais le propriétaire l'a giflé de toutes ses forces. Il lui dit qu'il était un imbécile et qu'il avait offensé un homme très important. Le grand homme traîna le pauvre marchand par la jambe en disant que tout était fini, à cause de lui, notre héros les avait offensés. Et ordonna de préparer l'argent, ils vont s'excuser auprès de ce monsieur important. En espérant qu'il ne soit pas trop tard, notre héros et son compagnon marchaient quelque part parmi les rochers. Sanku demanda à notre héros s'il était sûr d'avoir rencontré un puissant alchimiste et non un autre chardan. Il n'arrivait pas à croire que même avec l'aide d'un sastron de haut niveau, ils avaient été expulsés en disgrâce. L'un des gardes a suggéré qu'en raison du prix élevé, il avait l'impression que même s'il passait par une douzaine de ces grands magasins, il ne vendrait toujours pas pour le bon montant. Un autre a suggéré que lorsqu'il arriverait dans une autre vie, il devrait baisser un peu le prix. Après avoir entendu tout cela, notre héros a dit qu'il pensait que le fait est que ces gens sont des ignorants. Il a trop bien traité le minerai, et ils ne s'en sont même pas rendus compte. En un instant, les jeunes gens s'aperçurent qu'ils étaient poursuivis par le marchand qui leur avait demandé d'attendre. Et de crier qu'ils étaient prêts à racheter tout leur merveilleux minerai. Notre héros se demande s'ils sont vraiment prêts à racheter tout le minerai et s'il est vrai qu'ils ont 10 000 pièces d'or. L'homme, se prosternant aux pieds de notre héros, répondit que oui, bien sûr. Et il achète tout. Il y a eu un malentendu entre eux, pour lequel il s'excuse beaucoup. Il a même apporté de l'argent. Notre héros, avec une sorte de sourire en coin, a dit qu'il s'y connaissait vraiment en marchandises. Le directeur des gardes et les gardes eux-mêmes sont ravis. Quelqu'un était vraiment prêt à acheter tout le minerai. Ils ont eu beaucoup de chance et ont demandé au jeune seigneur d'accepter une telle offre. Avec un sourire en coin, il répondit qu'il n'était pas prêt à leur vendre et s'excusa. Les gardes furent horrifiés par ce qu'ils entendirent. Ils ne comprenaient pas comment une telle chose était possible. Notre héros dit qu'il veut vraiment leur vendre tout le minerai, même maintenant. Mais une question le préoccupe. L'homme commence à demander ce qui pousse notre héros à refuser. Notre héros dit que le copain de ce propriétaire a un peu gêné ses subordonnés. Ils lui en veulent. Alors, pour leur bien, il ne veut pas vendre. Et même s'il le faisait, il ne le laisserait pas faire. Les gardes, eux, sont perplexes. Horrifiés, en fait. Après tout, notre héros les a accusés de ne pas vouloir vendre le travail lui-même. C'était pourtant la première fois qu'il y avait une demande. Ils étaient très désireux de vendre le minerai et n'étaient offensés par personne. Le propriétaire s'est approché de son subordonné et l'a pris par l'oreille. Il avait mis le propriétaire et ses subordonnés en colère. Il lui a donc ordonné de s'excuser auprès d'eux comme il se doit. Mais l'homme en pleurs a commencé à dire qu'il avait essayé de leur vendre un faux et a demandé pourquoi il devait s'excuser. Le propriétaire, en colère, a commencé à se demander si ce qu'il osait encore appeler notre héros et ses marchandises étaient des faux. Puis il a dit qu'il était aveugle et qu'il était un mauvais vendeur. Le minerai miraculeux ordinaire est clair comme du cristal et brille comme une pierre précieuse. C'est parce que le minerai miraculeux ordinaire contient beaucoup de cristaux inutiles. Et il est extrêmement difficile de les éliminer. C'est une illusion de croire que le minerai miraculeux est comme une pierre précieuse. Mais en fait, plus le minerai miraculeux est pur, plus sa couleur est foncée. Et lorsque vous le stimulez avec votre aura, il commence à émettre de la lumière. Plus le minerai miraculeux est de bonne qualité, plus il brille fort. Et il osa dire que c'était le meilleur minerai qu'il ait jamais vu de sa vie. Cette conférence a choqué toutes les personnes présentes. Les subordonnés de notre héros en conclurent qu'il s'agissait d'un minerai noir et étrange, très rare. Ce minerai est un magnifique niveau de raffinement sur lequel notre héros a fait des efforts. Le commerçant a même suggéré que derrière notre héros se cache un alchimiste insondable et puissant. L'alchimiste insondable, c'est notre héros. Il s'est rendu compte que tout le monde avait compris que le minerai était de la plus haute qualité. De toute évidence, en hochant et lui ont utilisé la méthode qu'il avait raffinée pendant 100 000 ans. Puisque le marchand a réalisé la valeur de ce minerai, il en demandera plus. Se tournant vers le trésorier Gao, notre héros dit qu'il n'avait pas besoin de s'excuser. Après tout, le compagnon de joue travaillait dur pour le bien de tout le magasin. Il était tellement sûr d'avoir raison qu'il dit oui, si vos cailloux s'avèrent être de merveilleux rutas, je me prosternerai devant vous la tête en bas. Encore assis sur la selle, le jeune homme dit qu'il aurait même pu dire quelque chose de ce genre. Le propriétaire est choqué par ce qu'il entend. Et le vendeur est encore plus effrayé, car le propriétaire avait déjà serré les poings pour frapper l'homme. Mais ce dernier a compris et a commencé à s'enfuir. L'homme a de nouveau frappé son subordonné de toutes ses forces, en le traitant de connard. Il lui a dit que s'il promettait de se prosterner la tête en bas, il devrait répondre de ses paroles.
L'homme a pris la pose habituelle de l'inclinaison à l'envers. Il pleurait et ne comprenait pas pourquoi il avait été traité si injustement. À ce moment-là, le marchand demanda à notre héros de ne pas se mettre en colère contre son subordonné, il ne voulait pas casser du bois. Il lui proposa donc d'acheter du minerai pour 30 000 pièces d'or. Notre héros agita les mains et commença à dire que cela n'avait pas d'importance, qu'il soit légèrement désavantagé, mais qu'il accepterait de toute façon. Principalement parce que lui, le trésorier Gao, avait gardé sa réputation de cher. L'homme remercia notre héros pour son indulgence et espéra une coopération future. Les gardes étaient ravis d'être enfin débarrassés du minerai. Mais ils ne comprenaient pas comment le jeune homme pouvait se retrouver avec 30 000 pièces d'or. Certains pensaient que c'était le moyen de devenir riche. Tenant l'argent dans ses mains, notre héros, le visage satisfait, déclara qu'ils étaient riches, car non seulement la dette serait remboursée, mais il en resterait davantage. Ils ont donc tout décidé d'aller faire du shopping. Comme s'ils étaient cool. Puis, qu'il y a plus de choses à acheter pour son perfectionnement en arts martiaux. Et il peut enfin dépenser de l'argent sans compter. La nuit était tombée sur la ville et la pleine lune éclairait tout autour. L'un en supplia son père de l'aider. Il était humilié et à genoux devant lui. Qin Feng l'avait brutalisé et maintenant il avait besoin d'aide, il voulait que justice soit faite. Le type aux longs cheveux bleus n'arrêtait pas de pleurer. Il semblait n'avoir plus rien de viril en lui. Il disait à son père que son fils avait été humilié et que son père devait le venger. Le père du garçon était furieux et son sourire menaçant reflétait ce moment. Il ne comprenait absolument pas comment un passant avait osé piéger son fils. Le fils continuait à pleurer et à supplier son père d'arranger les choses. Pour l'instant, cette crapule se trouvait à Fangming et seul son père pouvait l'aider à obtenir justice. L'homme à la cape noire était furieux. Il pointa du doigt le type et dit aucun père ne resterait les bras croisés quand son fils est victime d'un coup monté. Ce connard ne survivra pas demain, dit le père, et il le promit à son fils. Le garçon essuya le faux sang sur son visage en jubilant et réalisa qu'il avait très intelligemment piégé son adversaire. Et maintenant, il serait le principal témoin de sa mort. La nuit était également tombée sur le domaine principal de la famille Qin, mais l'une des fenêtres était animée. C'était notre protagoniste qui méditait et pensait que les pilules que son père lui avait données étaient plutôt bonnes. Grâce à elles et à la lecture des dieux, il pouvait s'élever au 5e niveau du royaume du Qi et du sang. L'énergie commença à remplir son corps et il réalisa que le 5e niveau du royaume du Qi et du sang était à portée de main. Il devint progressivement plus fort et réalisa qu'il serait définitivement capable de changer le triste destin de sa vie précédente. En un instant, un son aigu vint le distraire de ses pensées profondes. Grâce à son sens divin, notre héros se rendit compte qu'il y avait du mouvement à l'extérieur de la maison. Comme à travers une caméra thermique, il aperçoit deux silhouettes qui s'approchent furtivement de lui. Il sourit largement et fixa son costume en disant qu'il n'avait invité personne aujourd'hui. Mais puisqu'ils avaient osé envahir son espace personnel, il allait les combattre et voir à quel point sa force allait augmenter. Les deux hommes se tenaient devant la maison et réfléchissaient à leur prochain plan d'action. L'un d'eux regardait déjà par la fenêtre pour voir où se trouvait notre héros. L'autre se disait qu'il détournerait son attention et qu'il se précipiterait ensuite sur lui pour le tuer. Ils étaient prêts à attaquer et à mettre leurs armes en avant, mais soudain, il s'est passé quelque chose qui les a effrayés. Notre héros a ouvert la porte de toutes ses forces. Ses adversaires furent à la fois effrayés et surpris. Il semblait que leur plan n'était pas destiné à se réaliser. En même temps, notre héros sourit largement et dit à ses rivaux qu'il était apparemment l'homme qu'il cherchait aujourd'hui. Les tueurs furtifs commencèrent à lui demander comment il avait fait. Notre héros leur répondit qu'il avait appris leur arrivée avant qu'ils n'entrent. Les hommes le regardèrent avec colère à travers leur masque et étaient prêts à le détruire à tout prix. Il se gratta l'arrière de la tête et leur dit que même s'ils étaient des tueurs, ils n'avaient aucune chance. En fait, il est allé s'entraîner sur eux. Les hommes sont très surpris. L'homme au brassard bleu regarda notre héros d'un air préjudiciable et dit qu'il n'était qu'une ordure au 5e niveau du stade du QI et du sang et qu'il ne pourrait certainement pas s'entraîner sur eux. Mais le second homme masqué a dit à notre héros qu'il n'avait jamais tué une autre personne auparavant, mais que c'était la première fois que la proie venait à eux à bras ouverts. Notre héros leur a dit que tout arrive la première fois et qu'en général, il allait se battre pour la première fois de sa vie. Comme dans sa vie précédente il avait consacré toute son attention et son énergie à l'alchimie, il n'avait pas eu à se battre contre qui que ce soit depuis 100 000 ans. Il était temps pour lui de tester les résultats de son travail. Les hommes ninjas furent très surpris par l'audace du garçon. Était-ce vraiment la première fois qu'il se battait? L'homme à la cape bleue exprima son désir de tuer ce garçon. L'homme masqué ne résista pas vraiment.
Il voulait juste faire comprendre à cet arriviste qu'il se trompait. L'homme sortit son épée et commença à la balancer dans différentes directions. Apparemment pour intimider encore plus notre héros. Mais cela n'a pas perturbé le garçon. Il était encore plus excité et rempli du désir de détruire l'agresseur. Ce n'est qu'un combat et dans l'étude des arts martiaux, il faut tôt ou tard y faire face. Il faut accumuler le plus d'expérience de combat possible pour mieux se battre. Les bras de l'homme étaient nus et on pouvait voir ses muscles. Derrière lui, une créature est apparue, comme créée à partir d'un flux d'énergie pure. Elle avertissait notre héros qu'il était au niveau 8. Il avait tué au moins 80 personnes. Son frère fut surpris que le garçon utilise ses puissantes compétences pour s'occuper de ce faible garçon. Mais l'homme ne se découragea pas, car il devait faire de son mieux et ne pas prendre son adversaire à la légère. Notre héros se tenait debout, et sur son visage il n'y avait pas une once de peur. Il était prêt à affronter n'importe quelle issue à ce combat. Les hommes comprirent que notre héros ne s'en sortirait pas comme ça. Après tout, il n'est que de niveau 5. Et notre homme était très heureux qu'enfin son premier combat en 100 000 ans ait lieu. Il avança son poing à la rencontre de son adversaire et quelque chose allait se passer. Et ce qui s'est passé, c'est que son adversaire s'est retrouvé au sol sans aucune chance de se relever. L'homme s'est écrasé sur le sol en pierre, et son partenaire a essayé de comprendre comment cela avait pu se produire. Notre héros a essayé de faire semblant d'être surpris. Puis il commença à plaisanter en disant qu'il avait juste frappé l'homme, que l'homme lui-même était faible et n'était pas impliqué dans la mort, mais que l'homme était en proie à la panique. Le héros plissa un peu les yeux et s'excusa en disant qu'il ne sentait pas le charme de ce long et épuisant combat et proposa de se battre à nouveau. L'assassin plissa encore plus les yeux, il essayait de comprendre de quoi parlait notre héros. Le tueur voulait clairement s'en prendre à notre héros, il l'avait même traité d'abruti et avait dit tout ce qu'il pensait. Et notre héros lui avait proposé de se venger sous la forme d'un combat. Mais le gars a décidé qu'il n'est jamais trop tard pour venger son frère et s'est enfui après lui avoir dit au revoir. Notre héros a arraché le cuche, puis a pensé qu'avec la construction de la fondation peut être terminée, surtout il ne s'attendait pas à ce que la lecture des dieux rende son propre pouvoir si puissant. Et puis il s'est dit, pourquoi ne pas suivre cet assassin et découvrir qui a envoyé ces deux connards pour le tuer. À ce moment-là, dans le manoir du seigneur de la ville de Fangming, le jeune homme descendit du mur et se souvint que l'assassin avait couru jusqu'ici et avait disparu, et que la personne qui avait ordonné l'assassinat devait être là. En un instant, le jeune homme se retourna avec surprise et remarqua que quelqu'un se tenait à côté de lui. Un homme tendait la main à notre homme, une flèche dans la poitrine et une flèche dans le dos, pour lui demander de l'aide. Mais à peine le temps de finir sa phrase, le type est tombé raide mort, mais il ne restait plus qu'une chose à éclaircir, à savoir si le client se débarrasserait lui-même de ces gens. À ce moment-là, des gens arrivaient avec des torchets et criaient qu'un voleur était entré dans la maison et qu'il fallait l'attraper immédiatement. Tous ces gens étaient autour de notre héros, qui ne comprenait pas ce qui se passait. Notre héros était malheureusement entouré de gens qui étaient tous des maîtres du 8e niveau de QI et de sang. Derrière notre héros se trouvait déjà le pire ennemi, qui n'arrêtait pas de jubiler et de menacer. Le type au sourire jubilatoire demanda à Qin Feng est-il venu là parce qu'il n'a pas réussi à l'achever. Mais notre héros ne fit que sourire, il ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas immédiatement deviné que ce bâtard avait envoyé ses assassins, j'en ai conclu que l'un en voulait sa mort. Les deux se tenaient au milieu du cercle formé, l'un a fait semblant de ne pas comprendre de quoi parlait notre héros, elle a dit qu'elle savait que le gars était venu là, directement au manoir du seigneur de la ville pour le tuer, et le gars a vraiment noté à lui-même où il se trouve. Une carte de la ville de Fangming s'est formée dans l'esprit de notre héros, et il a pensé que le dirigeant de la ville était soutenu par sa famille, et que l'un avait osé utiliser sa famille et le manoir du seigneur. Alors il s'est demandé s'il voulait utiliser le pouvoir du seigneur de la ville pour comploter contre lui. À ce moment, quelqu'un a sorti une arme froide du corps du jeune homme qui demandait l'aide de notre héros. C'était un homme à l'air sévère qui demanda à notre héros s'il l'avait appelé. C'est le seigneur de la ville de Fangming, il a essuyé l'arme avec un mouchoir et s'est tourné vers l'un en lui demandant de faire attention s'il voulait tuer quelqu'un, parce que s'il se plante, personne ne va l'essuyer après lui. Le gars a souri d'un air coupable et a dit à son père que j'avais un peu exagéré. Notre héros a été très surpris, alors il a demandé si l'homme n'était pas du côté de sa famille.